Please welcome to the stage the session. Je vous propose d'accueillir Thomas Davin, le modérateur de la session. Excellences, Messieurs et Madame les ministres, chers invités, je vous souhaite à tous une chaleureuse bienvenue à cette session sur la coopération numérique. Moi, je suis Thomas Davin et je suis ici avec la co-modératrice Liv Marten-Nordhaug. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom, PDG de l'Alliance pour les biens publics numériques. Et nous allons nous exprimer sur la coopération numérique ici pendant 90 minutes. Nous avons toute une série de leaders de différentes institutions qui sont là. Alors nous avons quelques vidéos qui sont prévues et nous espérons également pouvoir récolter vos points de vue. Voilà, j'espère que vous avez pu digérer votre déjeuner et que vous pourrez être actifs pendant cette session. Une chaleureuse bienvenue donc. Bien. C'est quoi ces biens publics numériques, les DPG? C'est défini comme des solutions numériques de sources ouvertes qui sont importantes pour parvenir aux objectifs de développement durable. L'idée, c'est qu'ils ne fassent pas de dommages, qu'ils respectent les données et la vie privée et d'autres bonnes pratiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Les pays peuvent adopter et adapter ces biens publics pour constituer des composantes d'infrastructures publiques numériques sûres, inclusives, interopérables, selon leurs propres priorités et leurs besoins, spécifiques à leur contexte, bien sûr. Nous estimons qu'il y a à peu près 200 biens publics numériques qui sont utilisés dans le monde. Ça permet de promouvoir l'inclusion financière, la sécurité alimentaire, les réactions aux crises, les services de santé, l'efficacité des services publics. Alors, étant donné les services qui sont fournis, ces DPG font partie du pacte numérique mondial adopté par les États membres des Nations Unies en 2024. Et dans ce pacte, on voit que ces DPG sont les moteurs d'une transformation numérique, de l'innovation et incluent un engagement à augmenter les investissements et le financement. Alors évidemment, il y a la collaboration numérique qui est, si vous voulez, implicite avec ces biens publics numériques. C'est normal qu'on crée quelque chose qui peut être une base pour quelque chose qui sera peut-être plus approprié pour qu'on ne soit pas obligé de réinventer la roue pour des services similaires à fournir à des agences gouvernementales ou au public. Alors qu'est-ce que ça signifie? On veut des DPG qui peuvent être partagés, qui peuvent être améliorés en continu. D'un point de vue UNICEF, cela signifie quoi? Eh bien pour nous, ça veut dire que c'est une voie pour améliorer les services aux enfants qui sont ceux que nous sommes là pour servir. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, bien évidemment. Alors, étant donné qu'on parle de l'intersectionnalité, de la collaboration des DPG, des services gouvernementaux, je vous propose d'écouter un exemple de ce qui se fait ici en Norvège. C'est Altinn, encore une fois, j'espère que c'est bien prononcé. Si j'ai bien compris, c'est utilisé par 90% des citoyens et 100% des services publics en Norvège. Voilà, je vous ai proposé d'écouter la vidéo. Altinn Studio, c'est un service public commun qui permet d'avoir des applications et c'est une plateforme sécurisée menée par Digdir, lancée en 2020 pour la première fois. Aujourd'hui, Altinn est utilisé par plus de 90% des citoyens et 100% quasiment des entreprises en Norvège. Avant
Altinn Studio, les agences gouvernementales, les municipalités en Norvège n'avaient aucune façon de collaborer pour créer des services numériques communs. Cela causait des fragmentations et l'expérience utilisateur n'était pas forcément optimisée. Maintenant, les services numériques peuvent être partagés et réutilisés dans les 357 municipalités norvégiennes. Étant donné qu'Altinn Studio est de source ouverte et un bien public, eh bien, c'est facile pour la communauté d'y contribuer. Par exemple, le fait que les langues de droite à gauche peuvent également être intégrées. Altinn Studio, c'est la première nouvelle solution d'une vague de nouvelles solutions avec des sources ouvertes chez Digdir. Ces solutions fonctionnent bien en combinaison et ça constitue donc de bonnes solutions pour l'avenir qui peuvent s'imbriquer les unes dans les autres. Alors, ce n'est pas vraiment surprenant, c'est un excellent exemple, mais les biens publics numériques, c'est important pour la Norvège, ça l'a toujours été, et nous savons que les DPG, c'est un peu la norme pour la façon dont nous nous connectons l'un à l'autre et pour fournir les services qui sont fournis aux populations. Alors, nous allons nous pencher sur quelque chose de plus large, peut-être l'Union européenne. Henna Virkkunen, la vice-présidente de la Commission européenne sur la souveraineté numérique. Je suis ravie de vous accueillir sur scène, Madame Virkkunen. Merci beaucoup et bonjour à tous. Merci aux organisateurs d'avoir réuni ce panel important sur ces biens de service public et merci beaucoup à tous ceux qui êtes là parce que c'est vraiment une discussion très importante. Alors le thème de la session est très pertinent parce que en tant qu'Union européenne, nous venons d'adopter notre stratégie et nous avons une longue histoire de coopération numérique avec des pays du monde entier. Là, nous avons par exemple des échanges et des conseils de communication et technologie. Nous avons des accords technologiques avec de nombreux partenaires et nous sommes pour la promotion dans le Global Gateway de nouvelles initiatives numériques et puis des partenariats de défense et de sécurité avec nos alliés aussi. Étant donné que la technologie est en train de transformer nos économies, nos sociétés, et étant donné que le contexte géopolitique est plus difficile que jamais, notre nouvelle stratégie numérique envoie des messages très clairs. Nous sommes un partenaire fiable, ouvert à des collaborations et nous avons des efforts en cours pour améliorer notre compétitivité d'un point de vue IA et d'autres technologies clés aussi. Et nous sommes bien décidés à travailler avec les partenaires du monde entier pour les soutenir dans leur transition numérique. Parce que nous sommes convaincus qu'aucun pays, aucune région ne pourra mener cette révolution seul. Nous sommes convaincus que l'IA est fondamentale pour l'avenir de l'humanité. Ce n'est pas simplement quelque chose qui doit être géré par quelques-uns. Tout le monde doit pouvoir être autour de la table des discussions. Il faut un ordre numérique basé sur les règles alignées sur nos valeurs fondamentales. La stratégie de l'Union européenne propose de travailler ensemble sur 3 piliers, 3 domaines d'action. Le premier pilier, élargir nos partenariats numériques, avoir des alliances élargies. Nous allons approfondir les partenariats que nous avons déjà avec nos alliés tels que le Japon, le Canada, Singapour, l'Inde, la Corée du Sud et aussi avec nos voisins. Nous allons également mettre en place de nouveaux partenariats et promouvoir la coopération entre eux pour qu'ils aient accès à un réseau de partenariats numériques. Ces partenariats incluent
des travaux sur les infrastructures publiques, par exemple les solutions d'identité numérique sur source ouverte. L'idée est d'avoir des systèmes numériques publics plus sûrs. Notre coopération avec les pays partenaires se concentrant sur des partenariats qui sont essentiels pour avoir un avenir basé sur l'humain. Avoir des infrastructures qui permettent à la technologie émergente d'émerger justement, mais de façon sûre. Nous voulons des infrastructures publiques sûres et des plateformes électroniques. L'idée est de promouvoir les compétitivités respectives de pays de l'Union européenne et de nos partenaires. Mais le deuxième pilier, eh bien, nous allons avoir une offre commerciale, notamment en Amérique latine, en Afrique, en Asie, pour nos partenaires. L'idée, c'est de combiner les investissements des secteurs publics et privés par le Global Gateway notamment. L'objectif est de soutenir la transition numérique des pays partenaires, incorporer des partenaires et puis avoir des investissements dans la connectivité, dans la cybersécurité, ainsi que d'autres domaines. Nous aurons des blocs réutilisables et l'idée, ce sera de s'adapter aux besoins locaux, mais d'avoir une bonne interopérabilité et des normes ouvertes. Donc, nous voulons promouvoir des solutions technologiques européennes, des normes et des valeurs alignées sur les valeurs européennes. Et puis, le troisième pilier, c'est de promouvoir un ordre mondial numérique qui sera aligné sur nos valeurs fondamentales. Nous allons continuer à promouvoir cet ordre numérique qui doit être aligné sur nos valeurs. Et pour nous, c'est vraiment très important, surtout à notre époque, d'avoir une coopération internationale. Nous voyons que soutenir la compétitivité technologique, défendre la démocratie, défendre les droits de l'homme, c'est important et les valeurs de l'Union européenne doivent être défendues, ainsi que les valeurs de nos partenaires à travers toutes ces priorités transversales. L'Union européenne va également défendre le modèle multipartite pour la gouvernance de l'Internet, l'ouverture, ainsi que la connectivité universelle et la transparence doivent être au centre de cela. Nous sommes engagés sur le sommet mondial de la société de l'information et l'examen SMIS plus 20 avec un engagement plein de sens de la part de toutes les parties prenantes. Nous soutenons également l'IGF. Nous voulons que le mandat soit renouvelé et qu'il soit pérenne maintenant, qu'il aille au-delà de 2025. Nous voulons également une meilleure forme de coopération numérique. Je vais conclure en soulignant l'un des aspects clés de la stratégie. L'engagement de l'Union européenne visant à utiliser une partie de notre offre au service de pays tiers, eh bien, ça fait partie de ce que nous voulons avoir. Un Internet ouvert, il y a des composantes de sources ouvertes qui couvrent des questions d'identité, de fiabilité, ça couvre la cybersécurité et l'interopérabilité. L'objectif est de proposer des solutions numériques qui pourront ensuite être adaptées par les différents utilisateurs. Une fois que ceci sera opérationnel, nous travaillerons avec les partenaires pour que les pays partenaires puissent en faire partie pour rencontrer les besoins. Donc nous aurons des coûts moindres, nous augmenterons la confiance et nous permettrons une souveraineté numérique en défendant la sécurité et la protection de la vie privée. Nous avons une fragmentation numérique qui augmente et soutenir ce projet, eh bien, ça nous permettra finalement de défendre une infrastructure en laquelle nous croyons. En résumé, l'Union européenne est prête à travailler avec les partenaires pour que l'Internet à l'avenir soit un meilleur forum et cela inclut évidemment nos enfants. Merci à tous. Merci de participer à cet événement et j'attends avec impatience nos discussions. Thank you so much, EVP Virkkunen.
Merci, Madame le vice-président Virkkunen. Je vous invite à rester avec moi et nous sommes ravis d'avoir parmi nous la ministre Tung, ministre de la numérisation et de la gouvernance publique de Norvège. Eh bien, nous allons creuser un peu les concepts que nous venons d'ouvrir. Alors, je commencerai par notre hôte. Madame la ministre, merci de nous accueillir d'abord pour ce forum. Alors, il y a des questions sur les DPG. Est-ce que c'est juste une mode? Est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée? Certains les accusent de ne pas avoir de valeur ajoutée. Alors, on a parlé d'Altin pour la Norvège. Peut-être que vous pourriez dire un petit peu plus ce que cela signifie pour la Norvège. Merci. Merci à vous d'être là et merci d'ouvrir ce débat sur les services publics numériques. Alors, on doit utiliser nos ressources de façon plus efficace. Et plus que jamais, il est important que nous coopérions, que nous nous aidions, que nous partagions des technologies au niveau national, mais aussi au niveau international. Et toute l'idée derrière ces services publics numériques, eh bien, c'est cette idée du partage au niveau national et international. On utilise cela en Norvège. Le plus simple serait peut-être de dire que bien, si quelqu'un l'a déjà développé, inutile de le refaire. C'est un petit peu le raisonnement et c'est pour ça qu'on a le ministère de la numérisation et de la gouvernance publique parce que nous avons constaté que nous avions besoin d'une plus grande coordination, qu'on puisse mieux diriger tout cela et surtout lorsqu'on regarde les différentes solutions numériques. Donc avoir une solution qui est basée sur des sources ouvertes, des modèles d'IA ouverts, des normes ouvertes qui restent dans le cadre des meilleures pratiques. En faisant cela donc, eh bien, nous donnons la possibilité au reste de la Norvège et à d'autres pays d'utiliser ces solutions. On a vu le modèle Altin et le code pour Altin, si quelqu'un veut l'utiliser, eh bien, il est accessible. On peut utiliser ce code et développer ses propres solutions. Nous avons toujours été à l'avant-garde de ces biens-là et nous comptons bien poursuivre ce travail. Merci, Madame le vice-président Virkkunen. Je me tourne vers vous. Merci beaucoup pour votre message très fort, beaucoup d'engagement et beaucoup de promesses de résultats. Alors, pour ce qui est des solutions sources ouvertes, est-ce que vous auriez quelques mots à vous dire, la valeur ajoutée, etc. Oui, ça fait partie de l'approche numérique de l'Union européenne. Hein. Nous voulons développer les innovations et nous voulons nous assurer que tout le monde pourra en bénéficier. Parce qu'il y a des technologies importantes, des outils importants dont on parle et ça ne doit pas être limité à ceux qui ont beaucoup de ressources. Il est très important qu'on développe les technologies ensemble et oui, ces sources ouvertes, c'est très important. Ce sont des idées capitales et tout le monde doit pouvoir bénéficier des nouvelles technologies et ça nous permet de travailler de façon démocratique surtout. Merci beaucoup. Oui, effectivement, du point de vue de l'UNICEF, on regarde justement l'open source comme cela. C'est une possibilité d'aller de l'avant. Vous avez parlé de l'IA. Et si on regarde les capacités, si on regarde ce que permet l'IA, eh bien, il y a beaucoup de capacités. Alors, le leadership sur l'IA, la compétence, les capacités techniques, on espère que tout le monde pourra en bénéficier sans payer le coût de développement, parce que les coûts de développement de l'IA sont énormes. Alors, Madame la ministre Tung, je me permets de me tourner vers vous à nouveau. Lorsqu'on parle de ces biens publics numériques, on se demande parfois est-ce que c'est bien aligné sur la souveraineté nationale, sur la sécurité nationale? Est-ce qu'ils sont mis en opposition parfois? Est-ce que vous auriez quelques idées là-dessus? Oui, je comprends pourquoi vous posez la question. C'est vrai que c'est assez facile de se dire que finalement ce n'est pas suffisamment sûr. Mais moi je ne suis pas d'accord.
On voit de nombreux exemples. Le DHIS2, cette plateforme de services de santé qui est utilisée dans plus d'une centaine de pays, c'est une plateforme tout à fait sûre et le rythme de la technologie est plus rapide que jamais. On doit tous faire partie de ces évolutions, on doit collaborer, travailler ensemble sur ces biens publics, évidemment de façon sûre. C'est vraiment la bonne solution. Et en Norvège, la sécurité, la sûreté des solutions, c'est toujours au cœur de nos préoccupations. Ça a été important auparavant, aujourd'hui c'est encore plus important parce que nous travaillons dans le monde où nous travaillons, mais aussi parce qu'il faut garder confiance dans ces différentes solutions. Sans confiance, les citoyens n'utiliseront pas les différentes solutions. Donc garder cette confiance, ça c'est très lié à la sécurité. Et Altyn, encore une fois, nous en avons vu un bon exemple. On utilise beaucoup de financements publics pour moderniser Altyn et pour que ces différents blocs d'Altyn puissent être combinés de la meilleure façon. Voilà, pour moi, l'open source et les biens publics numériques, eh bien, ça renforce la possibilité d'avoir un avenir numérique sûr. Oui, effectivement. Surtout dans les conversations que j'ai eues, eh bien, je m'aperçois que les interlocuteurs confondent un peu l'open source avec l'air libre, que tout le monde pourrait faire exactement ce qu'ils veulent, ils peuvent tout faire. Mais non, c'est un code sur lequel on peut se baser, mais c'est dans le cadre d'une infrastructure. Et vous l'avez dit, Madame Virkkunen, c'est dans un cadre qui est sûr et pour les États. Alors je vois qu'on est un peu en avance sur notre programme, c'est merveilleux. Peut-être que vous aviez quelques remarques de clôture, Madame le ministre Tung, je vous en prie. Oui, pour ce qui est de la sécurité des différentes solutions. C'est vrai que quand la technologie va si vite et quand il se passe quelque chose quasiment toutes les minutes, bien, il est plus important que jamais de travailler ensemble sur ces solutions pour qu'elles restent sûres. Et pas qu'on fasse une chose en Norvège, une chose aux Nations Unies, une autre chose en Afrique. Enfin, il faut que nous ne soyons pas dans la lutte contre le rythme de la technique, mais il faut qu'on garde ce rythme. Madame Virkkunen. Oui, l'Union européenne est connue pour la création de beaucoup de règles sur le monde numérique. Nous voulons nous assurer que nos citoyens peuvent faire confiance à la technologie. Et les technologies ont beaucoup de pouvoir économique, beaucoup de pouvoir dans nos sociétés. Donc il est vraiment important pour nous que nos règles, nos valeurs démocratiques sont respectées. Ce qui est légal dans nos sociétés doit l'être sur Internet, mais ce qui est illégal dans nos sociétés doit être illégal sur Internet également. Alors, on voit que les technologies se développent très rapidement et moi, j'aimerais souligner l'importance d'investissement dans les compétences numériques. Il faut protéger nos mineurs en ligne, ça c'est important, et il faut que tout le monde ait les outils pour opérer dans un monde numérisé. Et à l'échelle mondiale, je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble de façon renforcée pour s'assurer que tous les citoyens du monde entier ont des compétences numériques et peuvent tirer bénéfice des technologies, des nouveaux services numériques, pour que personne ne soit laissé de côté. Oui, effectivement. Et dans cette notion des DPG, il y a un système basé sur les valeurs qui était au départ d'Internet. Et là, on est dans le bon forum pour en discuter, parce que c'est justement dans cet esprit qu'a été créé Internet, un partage de compétences, de connaissances, mais il faudra aux prochaines générations d'avoir un développement de cette alphabétisation numérique encore. Alors merci beaucoup, merci à toutes les deux de nous avoir consacré du temps, de nous avoir fait part de vos réflexions et merci d'avoir partagé la vision de vos institutions. Et si j'ai bien compris, il y a une demande de photos. Si on peut se permettre une photo avec vous deux,
si j'ai bien compris. C'était à l'ordre du jour. Thank you so much. Merci beaucoup, Madame la Ministre, Madame le Vice-président. Vous êtes bien entendu les bienvenus si vous souhaitez rester dans la salle, mais je comprends bien que vous avez sans doute un programme très chargé. Alors, nous avons parlé du système de valeurs, mais la façon de construire des institutions, la société, ça c'est une bonne transition pour passer à une autre présentation. Quelqu'un qui a été au cœur de ce qu'a construit l'Inde en termes de nouveaux systèmes et de systèmes de valeurs. Je suis ravie de présenter Nandan Nilekani, cofondateur d'Infosys Information Limited. Malheureusement, Monsieur Nandan n'a pas pu se déplacer, mais nous sommes ravis de l'avoir en ligne. Je vous en prie, Monsieur Nilekani. Thank you, Mr. Davin, and it's really a great honor and privilege to be speaking at the IGF 2025. Le son de Monsieur Nilekani, malheureusement, ne permettra pas l'interprétation. Le son est trop mauvais. Public goods is very important. In India, we have over the last 15 years essentially led a social and digital transformation of the entire country, and it's all founded on digital public goods and digital public infrastructure. For example, identity was a very important requirement in India because many people did not have a birth certificate or any proof of their existence. And India built a system called Aadhaar, which is the world's largest digital ID program with about 1.3 to 1.4 billion people on it, used 80 million times a day today. It's entirely built as open architecture for everyone to use. And it's something which was done by the government as a public utility for everyone to use. Using that and using the KYC of the ID, the Aadhaar system, the government was able to enable financial inclusion. And Prime Minister Modi launched a program to give everyone a bank account using the Aadhaar KYC, which allowed you to open an account in 1 minute. And more than 750 million people got bank accounts opened. The same Aadhaar KYC was used for the mobile network, which allowed everyone more than a billion mobile connections to be done. So within the span of 7 to 8 years, a billion people had the digital ID, more than 750 million people had a bank account, and a billion people had a mobile phone. And then using the ID and the bank account, India built the world's largest cash transfer system, which enabled it to put money electronically into people's bank accounts in real time without any loss or fraud. And this has played a huge boon in addressing social benefits, social security, creating a safety net for the vulnerable. And in times of crisis like COVID, when more than 100 million people got emergency funding when they could not work and so on. So we created that. And on top of that was built a payment system called UPI, which is now the world's largest digital payment system, does about 18 billion transactions a month, over 400 million users, over 50 million merchants where you can make payment. And all these payments have no transaction fee. So you can have a lady selling vegetables and she can sell vegetables for 10 rupees and she will receive 10 rupees. And this has very popularized the whole payment system. There's also a way of enabling people to use their own data. So we think that data empowerment is very important, where people can use their own data to get access to credit and so on. So this lady selling vegetables uses UPI payments, and then there's a track of her payment details, which she can then give to a lender to get credit. So it's a complete system. And this has all been enabled by using the thinking of digital public infrastructure and using digital public goods, using open source components, making it low cost, frugal, high volume, low value,
and very inclusive. So this is the way we think that DPG should be used globally. And we think this is more than just technology. It's about creating an inclusive society where everybody can participate and advance their lives and meet their aspirations. It's about creating an opportunity economy which allows everyone to meet their aspirations and improve their lives. So this is something we think that it's a very, very important for us. And India has shown the way. But now going forward, there's a major initiative globally to take the DPI and DPG thinking globally. And many, many bodies have been set up. The DPG Alliance is one example. We have Co-Develop, which is a set of philanthropists who are also supporting DPG. We have many organizations like NORAD and others supporting DPG and DPI. And today, many, many of the building blocks are being used globally. MOSIP, which is an ID system, which was built as an open source ID system, is being used in 18 countries. Government to person payment system has been open sourced, is being used in multiple countries. Sunbird is an open source education stack being used in multiple countries, and so on and so forth. So more and more of the building blocks of digital public goods are being made available. Minister Tung mentioned about DHS2, which is a very important piece of the digital public goods from Norway. So I think DPG now is becoming a global phenomenon, and the goal is to take DPGs to 50 countries in 5 years, and we already have about 30 countries using one or more of the DPG products that are there. And we think this is absolutely critical, because if we are going to modernize our societies, the only way to do that in a frugal way with all the budget constraints that countries have is to use a DPG approach to build open models, make them available to the world, create building blocks, and then make sure that societies can mix and match those building blocks to create interoperability. And the same philosophy can be applied to AI. If we want AI to be really useful and universal, we have to build open source AI building blocks. In India, we're working on 2-3 of them. One is Indian language, because India has 22 official languages and hundreds of other languages. And how do you create a way to translate and use language as a way of communicating with the computer, so that a person in Bihar can speak in Hindi to the computer and so on. So language is one area. Education is another area where open source AI is being created so that people can learn how to read and write and so on, and do arithmetic and so on. And then agriculture, which is a huge need for millions of farmers around the world, is also being, AI is being applied to provide them the latest information that they want. So I think AI will be, but to build on AI, you have to have DPG first. So I think the right journey is to have, countries have to have a strategy of having DPGs built on this philosophy of low cost, interoperable, open source, plug and play, stack orientation that we talked about. And then out of that, we can produce the AI modules which run on top of that. And all this, by the way, is fully endorsing privacy, security, and all the other requirements that we need to have, because inclusion is very important. So we make sure that nobody is denied, nobody is left out, everybody has a path to join society. And that's very, very important in many countries around the world, where you need to make it inclusive and allow everyone to participate. So I think this is a very important idea. I'm delighted to be here. I also want to record Norway's enormous contribution to the whole idea of DPI and DPG. The Norwegian government has always been very supportive of these ideas. Minister Tung talked about it. Norway is also the home of the DPG Alliance, which is partnering on this program. NORAD, which is the aid agency of Norway, is very supportive of DPGs and DPI. And of course, Norway itself has produced a DPG like DHIS2,
which is the most popular open source health platform in the world. So I think I'm delighted that this particular event is in Norway, and we do hope that all of us together can take the DPI DPG story forward and meet our mission of having at least 50 countries in the world using DPI and DPG to actually make a difference to billions of people in the respective country and bring about social change, bring about sustainable development goals, and bring about technology for good so that we actually make society better with DPI, DPG, and with AI. So once again, thank you very much for this opportunity, and I wish this event all the very best. Over to you, Mr. Devin. Thank you so much, Mr. Kelly. Merci infiniment, Monsieur Nilekani, pour effectivement ces paroles puissantes. Vous avez été au cœur vraiment du leadership de l'Inde sur l'infrastructure publique numérique. Et cela nous montre effectivement l'impact que cela a sur des milliards de vies, donc pas seulement en Inde, mais ailleurs. Moi, personnellement, je n'ai jamais réussi à ouvrir un compte en banque en moins d'une minute. Et quand on voit toutes ces questions d'identité numérique pour les enfants, pour l'UNICEF, c'est très important de savoir où sont les enfants. Par exemple, est-ce qu'ils ont été vaccinés? Est-ce qu'ils vont à l'école? Et autres applications qui pourraient être utilisées. Nous allons entendre ce qu'ont à en dire des leaders d'autres pays et également sur cette notion que 50 pays d'ici 5 ans soient les champions des DPG par défaut. Et je vais donc rappeler ma co-modératrice, Liv Marten-Nordhaug. Merci Thomas pour cette excellente co-modération. Je suis ravie de co-modérer cette session qui sera un panel et je commence par inviter Dr Bosun Tijani, ministre des Communications, de l'Innovation et de l'Économie numérique du Nigeria. Bienvenue. Ensuite, je vais demander au docteur Imagawa Takuo, vice-ministre des Affaires internationales du Japon. À présent, Madame Luana Rankarati, vice-secrétaire du gouvernement numérique du Brésil. Et pour finir, Monsieur Amandip Gill, qui est sous-secrétaire général et envoyé spécial pour les technologies numériques et émergentes des Nations Unies. Nous allons en effet poursuivre sur le même sujet. C'est un véritable plaisir d'avoir cette diversité géographique et nous allons pouvoir commencer par vous, Monsieur le ministre Tijani. Je sais que la coopération numérique est vraiment une priorité du Nigeria et votre pays en fait beaucoup pour ces avancées. Vous participez à des campagnes que Monsieur Nilekani a mentionnées, le 50 pour 5. Qui cherche à faire adopter des infrastructures publiques, numériques et non corrompues. Alors, d'après vous, de votre perspective, quel rôle peuvent utiliser les DPI pour appuyer ce type de coopération au Nigeria et au-delà des frontières? D'abord, permettez-moi de vous expliquer en quelques mots ce que nous faisons. Et si vous prenez la structure publique, l'infrastructure, en termes de cadre, vous pouvez voir que ces biens publics numériques sont un outil ou un jeu d'outils qui forment une sorte d'infrastructure sociale. Et c'est comme cela qu'on offre
des fondations interopérables, modulables au sein du secteur public. Donc déjà, c'est pour cadrer un petit peu la discussion. Et pour ceux qui travaillent pour le secteur public, c'est très important. Dans un grand nombre de pays, vous voyez un large déficit de confiance. Les citoyens remettent en question leur gouvernement. Un jeune qui veut aller à l'université souhaite que les choses soient simples pour rentrer à l'université. Les parents veulent pouvoir aussi enregistrer leurs enfants, les inscrire à l'école. Et ils ont besoin de l'appui des gouvernements. Ce sont des événements absolument essentiels dans la vie des gens. En Finlande, on appelle ça les événements de la vie. Et on voit que les gouvernements ont des difficultés à apporter des réponses aux citoyens. Ce qu'on voit également, c'est que la technologie peut aider les gouvernements à fournir ces services de façon beaucoup plus rapide et moins chère. Et il y a énormément de silos dans les gouvernements. Il y a des dépenses en termes de technologie et je crois que le principe et la beauté des DPI, des infrastructures numériques publiques, eh bien, le DPI, ce n'est pas seulement le e-gouvernement qui pense, qui trouve une nouvelle idée, mais c'est vraiment bien utiliser la technologie. Et il y a des principes à prendre en compte et si on les oublie, alors ce n'est pas du DPI et on rate le coche. Et c'est là que le DPI peut vraiment jouer un rôle. On parle des open source, des sources ouvertes et on oublie que les véritables DPG, ils doivent répondre aux demandes des citoyens et c'est là qu'entre cet élément de confiance en compte, parce qu'il s'agit de solutions critiques et c'est uniquement par de véritables DPG qu'on peut faire avancer les choses, qu'on peut faire tomber ces silos. Parce que si on ne fait pas tomber ces silos, on retrouve des solutions DPI qui repartent dans les mêmes silos et ça ne sert à rien. Et nous voulons faire en sorte de prendre en compte ces principes clés. Et pour moi, ces DPG sont vraiment une façon d'ancrer les DPI dans les structures des gouvernements et notre focale, elle se place sur le marché unique. On a 1,3 milliard de personnes en Afrique. On a des jeunes qui font des start-up. On a des compagnies, des entreprises de la tech qui ouvrent des bureaux sur l'ensemble du continent. On voit des gouvernements qui essayent d'intégrer des services et donc les DPG peuvent vraiment permettre d'apporter des solutions qui répondent aux exigences. C'est comme ça qu'on utilise nos compétences, nos ressources de façon efficace et c'est comme ça qu'on regagne la confiance des citoyens. Merci. Merci beaucoup pour ces commentaires. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur l'open source qui est très important, mais aussi améliorer la transparence, la visibilité, la confiance. Et c'est uniquement par la transparence et la visibilité qu'on gagne la confiance. Et j'ai bien aimé ce que vous disiez aussi sur les silos, parce que c'est justement ce qu'on veut éviter. À présent, je me tourne vers Monsieur le vice-ministre Imagawa. Est-ce que je peux vous demander de nous faire part des priorités du Japon pour faire avancer des infrastructures publiques numériques sûres et inclusives et promouvoir la coopération numérique mondiale? D'abord, merci Madame la modératrice. Je tiens à remercier le gouvernement de la Norvège, le secrétariat de l'IGF et les autres parties prenantes. Je suis donc Imagawa Taku, je viens de l'informatique et je connais un petit peu ces technologies. 2,6 milliards de personnes ne sont toujours pas connectées à Internet. Et ces personnes-là ne peuvent pas obtenir les bénéfices de l'Internet. C'est pourquoi nous devons accélérer la collaboration numérique dans ce domaine. En parlant des DPG, eh bien, les DPI peuvent effectivement résoudre un certain nombre de questions sociales. Et il faut s'assurer que ces DPG soient élaborés de façon inclusive. C'est absolument essentiel d'avoir une fondation solide pour notre collaboration internationale, notamment pour les services des gouvernements, pour s'assurer des DPI sécurisés. Ça, c'est absolument utile pour
l'avancée des activités commerciales. Plus de 98% des Japonais ont une carte de sécurité, une carte d'identité numérique, et cette idée est tout à fait liée à la plateforme IKWC qui permet d'avoir une identification numérique pour utiliser un certain nombre de services. Et c'est vraiment un moteur pour avoir des cartes d'assurance numériques, l'intégration de nouveaux services qui va nous permettre d'avoir accès à, par exemple, des ordonnances, les dossiers des patients, pour que les choses soient plus conviviales et plus faciles à utiliser pour les citoyens. Pour maximiser cette transformation, le gouvernement démarre également des partenariats avec le secteur privé parce qu'ensemble, nous pouvons renforcer la valeur de ces services et avoir une société plus connectée et plus sûre. À mesure qu'on fait progresser les DPI, la technologie de source ouverte est essentielle pour assurer la sécurité sur l'ensemble des secteurs. Il nous faut de la transparence pour assurer l'efficacité des secteurs. Et le Japon est en train d'élaborer une agence qui s'appelle JICA sur le partage des données, les données ouvertes, et qui fait partie de cette collaboration internationale. Donc JICA est en train d'aider les pays de développement à élaborer leur DPI pour avoir leur propre système d'identité nationale, des plateformes de DPG pour qu'ils aient des solutions dans le domaine de l'éducation, de la santé, du changement climatique et de la résilience aux catastrophes naturelles. Également, la JICA travaille en partenariat avec des parties prenantes externes pour développer des modèles de transformation. Ces modèles vont améliorer les infrastructures sociales grâce à des technologies telles que l'IA, l'EOD, etc. Du point de vue de la coopération internationale, eh bien, le Japon accueille ces JDC et nous sommes ce compact mondial numérique, le GDC. Nous sommes absolument ravis qu'il existe. Il demande une collaboration sur l'ensemble des secteurs, société civile, université, secteur public et privé. Et cet engagement des parties prenantes est crucial. La coopération dans la sphère numérique est vraiment importante avec l'appui de toutes ces parties prenantes. Ceux qui sont en dehors du système des Nations Unies peuvent également en profiter et cela permet aussi d'éviter les doublons. Nous participons à ces plateformes où diverses parties prenantes peuvent collaborer et nous voyons là un symbole de la coopération internationale, c'est-à-dire le pacte mondial numérique. Pour ce qui est du suivi, et pour la relation avec d'autres initiatives et l'IGF, des discussions plus spécifiques sur la question, je crois, auront lieu à l'avenir. Et la position du Japon, c'est qu'on puisse utiliser librement ces forums existants et nous nous engagerons activement dans ces discussions. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le vice-ministre. Oui, applaudissons-le. Je suis vraiment très heureuse que vous ayez parlé de ce que vous faisiez au niveau national, également sur la coopération internationale. C'est vrai que on travaille justement avec la JICA sur des actions climatiques et cela m'amène maintenant à me tourner vers Madame Roncarati du Brésil. Le Brésil va accueillir la COP30 en novembre et travaille d'arrache-pied pour s'assurer que les pays continuent à lutter contre le dérèglement climatique. Le Brésil fait sa part en réduisant la déforestation. Est-ce que vous pourriez nous dire quel rôle peuvent jouer les biens publics numériques pour continuer sur cet élan ? Merci beaucoup de me poser cette question. Je suis vraiment très honorée d'être invitée à ce panel. Je tiens sincèrement à complimenter le gouvernement de la Norvège pour avoir organisé cet événement exceptionnel. Pour répondre à votre question, la réduction de la déforestation tropicale, c'est vraiment la priorité du gouvernement brésilien. Et pour nous, ces technologies numériques sont vraiment un outil essentiel
pour réduire la déforestation. Cependant, la politique d'aménagement du territoire sans information, eh bien, c'est comme un puzzle dans le noir. C'est impossible à faire. On sait que toutes les pièces sont là, mais si on ne voit pas les pièces, on ne peut pas faire le puzzle. Et donc, nous avons un registre. Cette nouvelle technologie, c'est une sorte de lampe de poche qui nous permet de voir ces pièces. Les propriétés rurales, les propriétaires, qui détient quoi, tout cela, ce sont des informations qu'on peut utiliser. Et à partir de là, on peut améliorer les publics politiques et s'engager dans la préservation de la forêt tropicale. Nous avons 8 millions de propriétés et 10 millions de citoyens qui utilisent ce système de RED. Cela correspond à 5 000 km², c'est-à-dire l'Inde et le Groenland combinés. Nous avons des montagnes et d'autres zones géographiques qui ont été converties et d'autres qui sont des forêts. Et ces informations nous permettent d'avoir une base de données robuste pour l'aménagement du territoire, la planification et combattre la déforestation. Et la CAR, c'est un outil utile pour la déforestation. Et cela nous permet aussi d'avoir accès aux droits, enfin ça permet aux communautés autochtones d'avoir accès à leurs droits. Et nous mettons en œuvre cet outil dans nos politiques. C'est un outil extrêmement utile pour la régulation au niveau de la propriété, de la déforestation. Et pour atteindre nos objectifs, le ministre de l'Aménagement et de l'Innovation a regardé dans les dernières années où on pouvait améliorer les systèmes de l'infrastructure. Nous avons également des dispositions, des mécanismes en place, des actions de coopération pour améliorer les compétences des gestionnaires publics pour la gestion de ces propriétés. Et CAR va bientôt devenir un bien public numérique qui est donc une solution qui nous permet de compléter notre propre base de données et qui pourrait être utilisée dans d'autres pays. Les DPG peuvent donc jouer un rôle très important pour avoir accès aux données par la technologie et ces outils peuvent être adaptés au niveau local pour des solutions de long terme. Au niveau de la stratégie du gouvernement, l'idée est de renforcer l'efficacité du gouvernement fédéral et nous avons une initiative qui s'aligne sur la question des biens publics numériques et de l'efficacité du secteur public. Et l'idée est de rendre plus efficace la préservation environnementale, de renforcer nos capacités pour comprendre et protéger nos écosystèmes. Le Brésil montre que ces DPG peuvent être un outil puissant qui permettent de promouvoir la durabilité environnementale et d'améliorer la vie des citoyens. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. And before we prolong that applause, I want to pull. Et je voulais revenir sur ce qui avait été dit, car l'outil que vous avez mentionné est disponible pour d'autres et c'est vraiment formidable que le Brésil accepte de partager cet outil avec d'autres pays pour lutter contre la déforestation au niveau mondial. Je pense que c'est vraiment une contribution exceptionnelle. Merci beaucoup, applaudissons-les. Undersecretary General, let's turn to you. You have been working a lot on a. Monsieur Amandine Gill, vous avez beaucoup travaillé à ce cadre des sauvegardes universelles et à l'adoption de ce cadre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que les Nations Unies promeuvent et encouragent l'adoption de ce cadre? Donc, nous regardons effectivement comment nous pouvons faire adopter ce cadre et nous avons eu
le résultat donc du panel de haut niveau sur la coopération, et M. Nicolai a Astrup a donné les résultats de ce panel qui portait justement sur les technologies émergentes. Donc je tiens à les féliciter. Le cadre des sauvegardes universelles dont vous parliez, ça nous permet de bien comprendre les expériences qu'on a sur les DPI et les DPG, que ce soit le PIX au Brésil avec 4 milliards d'investissements, 2% du PIB en Estonie a été réalisé, enfin, il y a eu 2% d'économie sur le PIB en Estonie grâce à ces services publics numériques. Et qu'est-ce qui fait fonctionner bien ces systèmes? Il nous faut des sauvegardes. S'il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas de confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, on n'adopte pas ces services qui peuvent être efficaces. Donc voilà notre motivation. Voilà pourquoi nous avons proposé ce cadre des sauvegardes universelles. Et nous avons, donc, comme on en a parlé de cette stratégie 50 à 5, on a regardé les différentes expériences dans le monde et nous avons incorporé ces meilleures pratiques dans 5 cadres qui peuvent évoluer au fil du temps parce que les défis d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux de demain. L'intégration de l'IA va probablement faire avancer de nouvelles possibilités, mais aussi de nouveaux risques. Donc nous nous basons sur les expériences, les meilleures pratiques, et ce cadre permet aux utilisateurs de aider les services publics et leur permettre de voir comment ils peuvent utiliser cet outil. Et on prend en compte, bien sûr, la sécurité, la durabilité, la pérennité pour les DPI, donc en termes de conception, d'adoption, de réadaptation. C'est donc tout un cycle autour des DPI. Donc voilà le cadre. Et à l'avenir, nous avons un aspect mise en œuvre également, ainsi que un aspect sur l'adoption plus universelle. Et nous travaillons avec d'autres partenaires pour avoir un sommet des DPI en Afrique, un peu plus tard cette année, en novembre, en Afrique du Sud, qui nous permettra de réunir une communauté. Et pas seulement au sujet des DPI, mais sur des aspects plus spécifiques tels que les sauvegardes et les clauses de garde-fou. Et ce rôle, je crois, sera très important à l'avenir. On a parlé de l'open source et la semaine dernière, le ministre était là d'ailleurs à l'Open Source Speak et je vois que le DPG, c'est vraiment le chaînon manquant qui peut nous connecter au DPI. Cela permettra d'améliorer la résilience et nous devons tous réfléchir à cette approche où on élargit la communauté open source. Vous prenez en compte ces données et également cette communauté traditionnelle de l'open source qui n'a peut-être pas été très active. Et puis, vous construisez ces DPG, que ce soit pour l'environnement, la santé, l'éducation. Et à partir de là, vous bâtissez une architecture qui peut être transférée dans des pays comme ça a été fait en Estonie, au Brésil, au Japon ou ailleurs. Et cela nous passionne. Nous voyons avec une grande excitation que les choses progressent. Merci beaucoup, Monsieur le sous-secrétaire général. J'aime le mot que vous avez utilisé pour cette réunion de tous ces pays et partenaires. Et comment est-ce qu'on est en train de réunir ces pièces du puzzle, pour revenir à la métaphore de tout à l'heure. Et à présent,
je vais me tourner vers le public et je vais inviter mon co-modérateur à revenir sur scène et nous allons faire une petite expérience. So, we're talking about values quite a bit, and the On parle des valeurs, le comité open source, le GitLab, et on va essayer de tirer profit de cela et essayer de respecter cette question d'être connecté, etc. Alors, c'est un peu ce que nous essayons et espérons faire maintenant. Bien, nous allons récolter vos points de vue, vos avis sur tout cela, et le panel dans ses remarques de conclusion pourra se baser là-dessus. Alors voilà ce qu'on va faire. On va utiliser une technologie qui s'appelle le Mentimeter. Il va falloir utiliser vos téléphones. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va utiliser un code QR. J'espère qu'il va s'afficher, parce que ce n'est pas celui-là qui est spécifique à ça, ou peut-être que si. Alors, utilisez vos téléphones. Prenez une photo, ça devrait vous amener vers menti.com, le Mentimeter, et ça doit s'afficher à l'écran pour vous qui êtes en ligne aussi. Et on va parcourir 3 questions. On aurait préféré en faire plus, évidemment, mais on n'a pas eu le temps. Alors, on aimerait avoir vos avis, parce que ces DPG normalement vont être élargis puisqu'ils font partie des infrastructures. Quels sont les services où il faudrait mettre la priorité? Le ministre nigérian en a parlé, les services qui sont importants. Quelles sont les priorités? Qu'est-ce qu'on devrait mettre en exergue? Je vois que vous avez été rapide. Et vous voyez là en direct les réponses qui entrent. On va vous laisser encore quelques minutes. Alors, il y a l'inclusion financière, les services de santé, l'action climatique, l'agriculture, l'éducation, l'entrepreneuriat et la communication et les réseaux sociaux. Donc, l'éducation... Non, c'est les services de santé et l'inclusion financière qui semblent dominer. Et c'est ce que disait le ministre nigérian, ce sont les moments clés. Puis il y a l'inclusion financière aussi, c'est ce que nous disait l'Inde. L'agriculture est là également. Et l'action climatique, c'est aussi important. On va vous laisser encore 10 secondes peut-être. Et puis les panélistes vont peut-être vouloir regarder les résultats, parce qu'on va revenir vers vous pour entendre ce que vous avez à en dire. Est-ce que cela... vous vous y retrouvez, ou est-ce qu'on loupe une catégorie qui, selon vous, est très importante? Est-ce qu'on clôture et on passe à la question 2? C'est une question ouverte. Lorsque vous pensez à un bien public numérique, eh bien, pour vous, qu'est-ce qui est source d'inspiration? Vous pouvez utiliser tous les termes, toute expression. Mais normalement, vous ne pouvez appuyer sur Enter qu'une fois. Donc, vous choisissez un mot, une expression, et ce sera les vôtres. Parce qu'il y en a toujours qui essaient de contourner le système pour avoir plusieurs contributions. À la collaboration, j'ai l'impression que c'est au cœur de tout cela. C'est une valeur profonde, hein, puisqu'on est une communauté, la collaboration, donc se baser les uns sur les autres, sur ce qu'ont fait les autres pour aller de l'avant. Et ça a été expliqué en tant que récit par la ministre Tong, par mes panélistes. C'est vraiment une valeur de collaboration qui est au cœur de cette notion, de ce concept. Les intérêts publics, l'interopérabilité, l'inclusion, comme le disait Amandip, l'inclusion qui sera critique, la transparence, la confiance. On est de retour vers l'intérêt public, la confiance. Ça fait partie des moments clés de la vie des personnes, à l'équité, l'accessibilité. Ça, c'est clé également. Bien, merci beaucoup. Je propose de clôturer et de passer à la question 3. Selon vous,
Et j'aurais dû le dire, vous, panélistes, vous pouvez aussi voter, hein, mais je l'ai peut-être dit un peu trop tard. Selon vous, qu'est-ce qui est nécessaire pour que le potentiel d'impact des biens publics numériques soit débloqué? Alors, est-ce que ce sont les mécanismes de coopération internationale, les structures finalement, le pacte mondial par exemple, ou alors les cadres que vient de mentionner Amandip, ou alors les investissements commerciaux, les premières politiques open source et les pratiques en termes de marché public? Ça, c'est la campagne 50 en 5 ans. Les clauses de sauvegarde et l'inclusion de principes de mise en œuvre, ou alors le financement de l'impact social, ou alors la capacité locale, la capacité gouvernementale, ou alors les approches numériques du gouvernement dans son ensemble. Estonie, c'est un cas d'étude dans ce cadre-là, je pense, hein. La capacité du gouvernement et l'expertise technique, on a entendu pas mal d'exemples là-dessus au Brésil, au Japon, au Nigeria, mais aussi en Norvège. Alors, l'Estonie, c'est peut-être l'un des exemples les plus prégnants, hein, mais pour l'Inde, c'est sans doute l'un des développeurs les plus importants. Et les chiffres ne bougent qu'assez lentement. Donc, on va laisser quelques secondes encore et je pense qu'on en a fini. Liv, je m'en remets à vous. Merci, Thomas. Et merci d'avoir répondu aux questions. Et on va utiliser ça. C'est une opportunité unique pour nous d'apprendre plus de la part de ceux qui sont ici, mais aussi en ligne. Et ça forme bien la façon dont nous travaillons à l'Alliance pour les biens publics numériques. Et moi, je voudrais revenir sur ce nuage de mots. En fait, j'ai failli emprunter les lunettes de mon voisin parce que je ne voyais pas vraiment l'écran, moi. Mais j'avoue que je trouve que c'est bien que la collaboration était au centre. Encore une fois, ministre, vous le disiez, l'élément open source est important, mais c'est surtout tout autour qui est important. Et l'un des aspects les plus importants, c'est la collaboration, la confiance, la transparence, l'opportunité de se baser sur quelque chose construit par quelqu'un d'autre et puis partager quelque chose sur lequel d'autres peuvent se baser. Et il y a quelque chose qui est tout à fait nécessaire ici, où il y a vraiment un moteur qui est important pour ce potentiel de collaboration. Je suis ravie de voir ceci dans ce nuage de mots. Mais vous, monsieur le ministre, qu'en pensez-vous? Bien oui, pour moi, c'est justement ça qui m'a marqué aussi, ce terme de collaboration dans le nuage de mots. C'est vraiment quelque chose qui est la raison d'avoir ce succès pour les DPG au Nigeria. On n'en parle pas souvent, peut-être parce que c'est pas forcément open source, mais le système interbanque au Nigeria, on n'en parle peut-être pas assez. C'est vraiment un succès qui n'a pas seulement transformé l'inclusion financière, mais qui a donné lieu à des bénéfices économiques aussi. Si on regarde l'écosystème technique en Afrique, eh bien, ils vous diront que le Nigeria a le plus grand nombre de licornes. Et la raison pour laquelle on les a, c'est qu'il y a ce système interbanque. On peut se baser sur cette innovation. Alors pourquoi? Eh bien, grâce à la collaboration. Ça a été créé lorsque les gouvernements ont décidé de collaborer, de participer avec les plus grandes banques du pays. Les banques ont dit, eh bien, il nous faut un système qui nous permette de communiquer. Et aujourd'hui, le Nigeria a des services bancaires qui sont plus efficaces que, disons, aux États-Unis ou certains pays européens. Si j'ai besoin de payer, eh bien, je peux transférer l'argent à votre compte et en 1 seconde, vous aurez l'argent. Ça, c'est une innovation. Et je crois que c'est une leçon à tirer. Lorsqu'on parle de DPI au Nigeria, eh bien, je crois que là, il faudra répliquer ce qu'on a fait dans l'espace des services financiers. Et il faut un service d'échange de données. On a ce système interbanque, mais si on a l'interopérabilité au centre, eh bien, on verra ce même type d'innovation dans les services de santé, là où il y a vraiment des besoins.
si on peut avoir les parties prenantes de ce secteur qui peuvent collaborer, si on peut construire des systèmes qui se parlent, eh bien, on va arriver à un point où on résoudra plus facilement les questions. Et ça permettra des innovations, à son tour des investissements. Et c'est la même chose pour l'éducation, c'est la même chose pour l'agriculture. Qu'est-ce qui manque toujours et comment utiliser les technologies pour combler les lacunes dans ces différents secteurs? Là, la collaboration entre la capacité et la compréhension des gouvernements, et c'est vraiment important parce que on voyait la capacité des gouvernements qui était un pilier lorsqu'on regardait le graphique sur la question que vous avez posée. Et c'est vraiment un bon exemple de la façon dont on peut utiliser ces DPG pour le bien. S'il y a des composantes open source issues de votre travail, eh bien, merci de les partager. Oui, notre système interbancaire, pour moi, il doit devenir open source parce que c'est vraiment un système qui fonctionne merveilleusement bien. Ben, on va rester en contact alors. Monsieur le ministre adjoint Imagawa, qu'en avez-vous pensé de ces résultats? Eh bien, moi, je dois dire que les résultats sont source d'inspiration. La confiance, l'inclusion et la collaboration, ce sont vraiment des choses importantes. Et promouvoir la collaboration internationale avec les DPI et les DPG, c'est vraiment une bonne chose. On partage des meilleures pratiques avec d'autres pays et nous étudions beaucoup d'exemples de nos partenaires. Donc ce type de collaboration, à nos yeux, est vraiment très important. Voilà, c'est vraiment une source d'inspiration. Merci beaucoup. Merci. JICA mène sur les infrastructures publiques et les différentes couches. Et je dirais que pour les échanges sécurisés de données, là, il y a énormément de travail particulièrement impressionnant qui a été fait. Donc, c'est vraiment important. Oui, merci de reconnaître ces efforts. Et nous assistons cette promotion des DPI, des DPG aux pays en développement. Et j'espère que ce type d'effort pourra se poursuivre en collaboration. Merci beaucoup. Monsieur Gill, monsieur le secrétaire général adjoint, qu'en pensez-vous et qu'auriez-vous ajouté? Oui, coopération, collaboration, ça me paraît évident. La coopération numérique, c'est ce qui nous guide, pas seulement au-delà des frontières d'ailleurs, mais aussi au-delà des différences entre catégories de parties prenantes, société civile, gouvernement, monde universitaire. Et pour ce qui est des études de cas, eh bien, on peut voir un élément commun dans les réponses qui ont été fournies. Ce qui fonctionne, l'inclusion financière, la santé, l'éducation, et puis plusieurs plateformes qui ont été mentionnées, ça s'est reflété en partie. Mais notre compréhension des lacunes dans notre monde analogue, par exemple, dans les diagnostics, la santé, en éducation, il y a d'énormes lacunes en termes de compétences. Et selon les différentes années scolaires, on voit bien les différences aussi. On sait que les solutions numériques devraient pouvoir s'appliquer dans les domaines où il y a ces lacunes, mais ça ne va pas se faire automatiquement. Il faut des investissements dans le talent, dans les séries de données, dans des cas d'utilisation ouverte par le DGPA. Donc, la capacité du secteur public, la capacité des gouvernements à élaborer des stratégies, à écrire des politiques pour permettre à ces écosystèmes finalement d'évoluer. Alors, je dirais encore une chose sur ces opportunités.
Dans certains domaines, par exemple le commerce interrégional, là les potentiels ne sont pas utilisés à plein. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière à New York. Les opportunités en Afrique, le commerce interrégional entre pays africains, eh bien, ces degrés de commerce sont moindres par rapport au commerce avec l'Union européenne. Donc il y a vraiment des opportunités de croissance énormes pour les échanges commerciaux interrégionaux. Et là, on pourrait voir des évolutions, des innovations. Et ça pourrait être des moteurs de croissance économique et d'emploi. Et puis pour terminer, je dirais que ces approches sont tout à fait cruciales pour l'avenir ici. Parce que s'il n'y a pas de flux de données par des DPI et si les données ne sont pas regroupées dans des domaines clés, la santé et l'éducation, eh bien les innovateurs locaux ne pourront pas construire leur modèle. Donc il faut vraiment un accès facilité par les DPI. Donc d'ici les 2-3 prochaines années, je peux voir cela. Nous, l'idée, c'est de voir un peu les tendances et puis d'être un peu les catalyseurs. Je dois dire que je vois de plus en plus de parties prenantes qui, selon moi, ces prochaines années, vont chercher des opportunités issues des DPI et des DPG. Merci beaucoup, Monsieur Gilles. Madame Roncarati, on a parlé des opportunités. On a parlé d'inclusion financière. Il y avait l'action climatique dans les opportunités. Et dans le cadre de la présidence du G20 l'année dernière, eh bien, le Brésil voulait attirer l'attention du monde sur l'opportunité de connecter ce programme, l'identité numérique, les paiements numériques, cela en lien avec l'action climatique. Est-ce que vous pourriez nous faire part de quelques exemples? Comment travaille le Brésil pour lier ces deux programmes? Bien. Nous, au gouvernement brésilien, nous avons beaucoup réfléchi à cela. Nous cherchons des solutions innovantes pour que notre société soit plus durable, plus égalitaire. On a travaillé sur ces infrastructures et sur les biens publics numériques. On a cherché des solutions transversales qui nous aident à traiter de ces défis. Un exemple important de DPI au Brésil, c'est la carte d'identité nationale. Et puis, comme l'a dit le secrétaire général adjoint, d'autres exemples existent. Mais moi, j'aimerais souligner la carte d'identité. Chaque citoyen brésilien a un numéro d'identification. Et ça, c'est l'accès aux services publics. Et ça permet de réduire les coûts des transactions pour les individus, pour les entreprises et pour les gouvernements dans tout le pays. Autre initiative importante, la plateforme Golf, qui a déjà une couverture de 80% de notre population. Et ça permet l'accès à 4000 services sur un même portail. Il y a une identité numérique qui est connectée donc à cette nouvelle identité, couplée à cette nouvelle carte d'identité nationale, et une signature numérique qui est à un coût zéro. Toutes les informations sont protégées de façon juridique. Autre exemple, en 2024, l'infrastructure publique numérique s'est avérée indispensable au Brésil pour répondre à différents types de situations. Au mois de mai 2024, un État du sud du Brésil a fait face aux plus grandes inondations dans l'histoire du pays. Et les proportions de cela ont dépassé celles de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. Les inondations ont affecté plus de 2 millions de personnes qui ont pu demander de l'aide à la reconstruction grâce à leur identité numérique qui était sur base de portail GovBia. Et l'aide a pu être fournie rapidement. Ceux qui avaient déjà la nouvelle carte d'identité ont pu retrouver l'identité numérique en quelques heures et ont pu accéder à l'aide encore plus vite que les autres. Ces exemples et d'autres, les SPIX, notre système de paiement électronique,
ça c'est un autre exemple, eh bien, ça montre bien que la transition numérique doit être incluse dans la discussion sur la durabilité. Pour nous, l'avenir est déjà numérique, ça ne fait aucun doute, mais ça doit aussi être un avenir inclusif et vert. Merci beaucoup. Thank you so much. Let's have a round of... Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir notre panel. I'll let you leave because we're going to do one other. Thank you. Je vous laisse quitter la scène en vous remerciant chaleureusement. So much. See you after. Thank you, Mandeep. Thank you so much. Yeah, we should do a picture afterwards, maybe. Should we do a picture? Yeah, we should. As you've heard today, digital public goods Vous l'avez entendu aujourd'hui, ces DPG sont très importants pour atteindre les ODD. Et il faut donc un environnement porteur pour ces technologies, pour qu'elles puissent se développer et pour qu'elles puissent être partagées et pour qu'elles puissent être en cours d'évolution. Les processus de financement de marché public jouent un rôle énorme pour assurer la durabilité financière. Et à la DPGA, nous sommes particulièrement contents de voir cette tendance selon laquelle les gouvernements et les organisations ont des premières politiques open source pour ce qu'elles achètent et ce qu'elles financent. Nous voulons que cet élan se poursuive en assurant qu'il y ait une meilleure compréhension des politiques qui existent déjà et qui sont utilisées. J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée de présenter un sondage de politique open source que nous menons. Si vous vous en souvenez, lorsque nous avons interrogé le public sur ce qui est le plus nécessaire pour promouvoir ces biens de service public, eh bien, c'était la capacité du gouvernement, c'était la première chose. Et puis, deuxième chose, c'est politique open source. Nous avons, à la DPGA, en coordination avec 24 partenaires, lancé un sondage politique et pratique open source au niveau mondial pour cartographier les approches dans les gouvernements et autres organisations, par exemple aux Nations Unies, les institutions financières internationales, les entités régionales, pour voir comment donc elles appliquent ces politiques. Le sondage est ouvert à tous ceux qui travaillent dans ces organisations. On peut voir un petit peu quelle est la situation, même si les politiques n'existent pas encore. Nous aimerions beaucoup que vous puissiez contribuer à ce que nous ayons un tableau plus complet de ce paysage. Si vous pouvez répondre à ce sondage ou le partager, n'hésitez pas, scannez ce code QR, distribuez-le. C'est un sondage qui est un peu long, donc il faut prendre le temps, mais ça nous permettra de faire avancer nos travaux à la DPGA. Voilà, je vous en prie, si vous pouviez faire l'effort, nous vous en serions très reconnaissants. Et alors que vous voyez le code QR qui s'affiche, j'espère que vous le partagez, que vous l'enregistrez. Ne remplissez peut-être pas le sondage encore, mais j'inviterai Thomas à me rejoindre en tout cas. So I would like to thank everyone who has joined us here today. J'aimerais remercier les intervenants, ceux qui étaient là dans la salle, en ligne. Le merci au gouvernement norvégien, merci à l'IGF, merci de nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Merci encore.